Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 5 séries. Économie et innovation, le monde en question, crisis, clichés et cours principaux. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. Dans la série Le monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Prologue. Le bonheur individuel se doit de produire des retombées collectives, faute de quoi la société n'est qu'un rêve de prédateur. 1. Ce sont des fragments que je vous propose de lire. C'est souvent sous cette forme que nous revient l'enfance. D'abord un petit essai. À l'aune de mon vécu d'enseignant de ZEP, de mère de famille, d'expert auprès des juges aux affaires familiales, je suis tenté par l'analyse. En évitant la caricature ou le jugement moral. Pas de retour à un ordre forcément obsolète. Mais un constat alarmant, sur lequel on fait l'impasse. La libéralisation des mœurs conjugales contraignent à ce jour des enfants à une dérégulation vécue dans la douleur. Et silencieuse. Au nom du droit de leurs parents. Et cela quel que soit le milieu social dans lequel ils ont vu le jour. L'expertise révèle bien sûr les excès majeurs. Lorsque j'ai démarré ma mission au sein des familles impliquées dans un conflit, la moyenne de durée de vie d'un couple était de 3 ans. 10 ans plus tard, elle se comptait en mois entre 8 et 12 mois, cela pose question. Pour les enfants. Leur intérêt majeur étant l'ancrage. Ensuite, j'ai sélectionné dans les piles de conclusions rédigées à l'attention des juges, quelques cas de conflits parents-enfants parmi les plus typiques. Non les plus dramatiques. Des petites histoires qui résument le grand malaise des enfants. Puis, histoire d'alléger un peu tout ça, des souvenirs d'enfance plus personnels qui disent, avec humour j'espère, toute la sensibilité de l'enfant. En filigrane, la vulnérabilité de cet état d'enfance. Première partie, au nom du droit des parents. Un enfant d'aujourd'hui n'a jamais vu ni naître ni mourir. Il a vu quelqu'un partir à l'hôpital, et n'en jamais revenir ou bien revenir avec un vivant de plus. 2. Formule hardie d'un juste constat. Comme une charge jetée à bas. Quelle est-ce sans lui donner ?
L'enfant d'aujourd'hui aurait, semble-t-il, perdu quelque chose d'important. Lié au mystère. Celui de la vie et de sa perte. Tenant et aboutissant. Moment clé d'une filiation dont il est un maillon. Et dont il est frustré. Va-t-il alors tout comprendre de l'histoire? Quels effets pervers ces blancs auront-ils sur sa vie à lui? Sous-jacente la responsabilité des adultes, des parents, des éducateurs. Pourquoi occulter? Au nom de quoi? Et puis ce vide du début et de la fin. Qui met-on? Par quoi le remplace-t-on? Par des petites histoires de choux, de cigognes, de paradis ou de longs voyages? Pour ne pas dire l'histoire, la simple histoire de la naissance et de la mort? Sans artifice. Sommes-nous à la hauteur? Karl Jaspers percevait, lui, dans les questions de l'enfant, une génialité qui se perdait en entrant dans le monde des adultes. Nos petits chéris auraient donc gagné en confort, c'est indéniable, mais on en aurait fait des benets en métaphysique d'usage et en choses de la vie. Au risque de les rendre plus vulnérables encore, désemparés car ignorants des vicissitudes du parcours. En filigrane, l'hypocrisie de nos sociétés dont on ne sait si le but de ce camouflage grossier réside dans la peur de l'adulte d'affronter ce que nous craignons, la mort en particulier, ou le souci de préserver l'enfant d'une souffrance que l'on estime, à tort ou à raison, trop précoce. Et si l'on commettait ainsi d'autres erreurs dans un parcours jugé un peu trop vite sans faute? Des erreurs tellement flagrantes qu'on ne les verrait pas, ou que l'on ferait en sorte qu'elles n'apparaissent pas telles? Un peu comme si au stade de nos connaissances et de notre vécu en matière d'enfance, il était devenu vain de se poser des questions, d'alimenter encore des doutes. Le fait est que nos modes d'éducation, dont nous sommes bien responsables, évoluent. À l'aune de la psychanalyse, de la psychopédagogie, nous fondons à ce jour nos manières de faire dans un terreau quasi scientifique. Ce qui contribue à nous donner excellente conscience et à bloquer au passage la scène critique. D'autres critères interfèrent. La société, les tendances, nos désirs, nos frustrations, nos peurs. Le risque est réel de revenir à nous. En pensant l'enfance. Effet boomerang garanti. Et nous le savons bien. D'où peut-être la crainte de poser au centre de la réflexion nos manières d'élever, d'éduquer nos enfants au quotidien. Et s'il fallait commencer par là? Si de nos postures en matière de transmission et d'éducation découlaient et se formaient les autres, toutes les autres. Si les parents savaient l'enfance. Si les moindres amants savaient. Si par chance ils savaient l'enfance. Il n'y aurait plus d'enfants jamais. 3. Savoir l'enfance. Hic et nunc. C'était ainsi autrefois. Le silence des adultes accompagnait l'enfant. 4. Les petits poussaient sous protection mais dans le déni. Ils n'étaient pas dans la culture d'entretenir une relation quelle qu'elle fût avec eux. En outre, les gosses, c'était l'affaire des femmes, elles-mêmes reléguées. Et puis des vieux. De petites minorités en somme. Mais en attendant qu'ils grandissent, les enfants avaient l'usage d'un cocon large où puiser toute matière. Le petit Brel a vécu l'enfance muette traditionnelle, classique d'un milieu bourgeois. Faite de contraintes, de peu d'échanges, de peu de joie. Un carcan moral étouffant, pas d'ensauvagement. Certes. Un socle dur mais qui permettrait l'envol, la preuve. Tous n'étaient pas pour autant des poils de carotte, Cosette, chez Folcoche ou les Thénardier. Les parents n'étaient pas forcément pires que maintenant. Ils étaient juste de leur époque, et ne savaient pas l'enfance. La sait-on mieux aujourd'hui? Dans notre modernité, il n'est plus permis aux moindres amants d'ignorer l'enfant. Freud et Dolto sont passés par là. Mais ces connaissances n'ont pas toujours permis d'améliorer leur sort. Aux enfants. Du moins pas toujours. La culture d'enfance qui était censée découler de l'instruction vulgarisée par ces deux ténors, n'a pas pris racine partout. On s'est souvent contenté d'un simple mimétisme. On fait toujours des enfants. Les moindres amants se font plaisir. À l'un ou à l'autre, parfois aux deux en même temps. On scelle des unions passagères ou non à coups de grossesse. Parfois l'on déserte pour trouver d'autres amants. D'autres unions à célébrer. Non par un mariage mais par un bébé. À son corps défendant, celui-ci incarne au sens premier du terme, la volonté d'évoluer de ses géniteurs. L'enfant remplace les bancs pour la galerie. Parfois. En outre, les familles se décomposent aussi vite qu'elles se recomposent. Pas de plaideur pour le petit, tant qu'il n'y a pas de débordement coté en justice.
C'est donc à un chaos précoce et jugé ordinaire de nos jours qu'est contraint l'enfant. Rien à dire. Papa et maman ne s'aiment plus augure le nomadisme involontaire de l'enfant. Il maîtrise à peine la marche qu'il rencontre d'autres bras, d'autres gens, d'autres lieux, d'autres écoles. Mélangé à des fratries inconnues, dont il faut s'accommoder. Des belles-mères, des beaux-pères, des belles grand-mères et des beaux-oncles à devenir virtuoses en généalogie. Il n'est pas exclu pour autant qu'il soit gâté, paré de tous les artifices, enfermé dans un matérialisme qui les rend aphasiques, sapant à la base toute expression ou communication. Un silence monnayé pour mieux faire oublier qu'on les prive des fondamentaux. C'est-à-dire de la stabilité génératrice d'insouciance. Cette dope dont ils ont besoin pour grandir. Le sort des enfants a certes évolué, mais il existe toujours des petites choses. La soumission est parfois discrète. Décodable par les professionnels, psychologues, enseignants, juges. Les maltraitances visibles sont plus rares. Meurt le soft. Destructeur aussi. Point de procès en divorce ou en séparation. Ces droits aussi sont fondamentaux. Mais les abus posent question. Expression d'un affolement et d'une dérégulation qui rivalisent avec d'autres. Curieusement. Celle de la planète ou de la finance mondiale. On oublie trop souvent que l'enfant aussi est une planète. Et un petit prince qui voudrait qu'on lui dessine en plus d'un mouton, des parents. Dans son essai sur les ravages planétaires et humains engendrés par le capitalisme, Hervé Kempf 5 évoque la famille. Contaminée, elle aussi par les dérives d'un concept politico-économique qui nous a menés là où nous sommes. Si la famille est bien l'exception d'agrégat social minimum qu'autorise le capitalisme, les dégâts ne l'ont pas épargné. Les familles elles-mêmes sont en proie aux rivalités individualistes promues par le capitalisme. On voit des grands-parents rivaliser avec les parents pour le contrôle des enfants, des épouses accuser leur mari de pédophilie sur leur progéniture, les couples plus simplement se déchirer. Dans une culture individualiste de consommation, le partenaire amoureux est souvent perçu tel un objet comme un autre, dont on se sépare quand il ne satisfait plus. Et il surenchérit. Le divorce, une libération ? Bien sûr quand nécessaire. Mais largement conditionné par la psychologie collective qui prêche que l'absence de lien est l'expression de la liberté. Incidemment on oublie que la famille est aussi, à côté d'un cercle d'amour, une cellule de protection économique, d'autant plus efficace qu'elle est étendue, c'est-à-dire que les liens de solidarité s'y sont maintenus. Symptôme : une grande partie des travailleurs pauvres sont des femmes seules avec enfants. Un bel imbroglio ou de l'hypocrisie sociale. Sauver les gosses pourrait être le leitmotiv de ce post-modernisme que nous vivons. Le catéchisme des mœurs les place au devant de la scène. Comme propulsés sous le néon d'une paillasse de laboratoire. Un vedettariat qui ne leur profite guère dans une société en pleine détresse de sens. Les deux extrêmes de la vie, enfance, grand âge tout comme nature semblent avoir ceci de commun. Être des indicateurs de la santé philosophique et de l'équilibre métaphysique d'une société. Ou de son contraire. Le souci de l'enfant que notre époque ne cesse de manifester correspond sans aucun doute à une conscience accrue de la nécessité de reconnaître ses besoins propres, ses réactions et ses attentes. Mais comment ne pas remarquer aussi que l'on n'a jamais autant parlé des enfants que depuis la fin du règne de l'enfant 6 ? Comment ne pas remarquer que l'on n'a jamais autant magnifié l'enfant au singulier que depuis que les enfants sont voués à des destins qui exacerbent toutes les fractures sociales ? Le divorce en est un exemple éclatant. Plus les adultes se sont accordés la liberté de rompre leur mariage, plus notre société a développé un discours sur les besoins exclusifs de l'enfant, plus le divorce s'est banalisé, plus les droits que les adultes avaient conquis ont été masqués comme s'ils étaient honteux, plus les effets sociaux des ruptures conjugales se sont différenciés, plus on a glorifié l'unicité du modèle relationnel et psychologique de référence. L'enfant n'est pas le sujet de ce discours culpabilisé et culpabilisant, il en est l'enjeu. Invoquer l'enfant est désormais la façon dont les adultes s'adressent les uns aux autres, comme s'ils n'en avaient plus d'autres. Plus rien n'est légitime que par lui et pour lui, et l'enfant sert de caution à tout ce qu'on ne sait plus justifier comme un vrai droit ou un vrai devoir d'adulte, reconnu, accepté, garanti, imposé s'il le faut. Hypocrisie sociale ? Mais l'hypocrisie a un sens et signale une perte. 7.
L'enfant nous trahit. Entendons par là qu'il catalyse nos doutes, nos lâchetés, nos angoisses et notre incapacité à nous situer dans l'avenir, et même, plus grave, de le concevoir. Enfant caution. Dès 1954, dans la crise de la culture, Hannah Arendt déclare « L'autorité a été abolie par les adultes et cela ne peut que signifier une chose, que les adultes refusent d'assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants. » En écho l'inquiétude de Boris Cyrulnik 8. Nous devrions réfléchir un peu plus à la manière dont nous avons peur de nos enfants tout en vivant dans une culture qui prétend toujours les protéger. Plus de 50 après, le grand lâchage est là. Encore plus prégnant. Et notre rapport... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.